Enquête de région, deuxième partie, on vous propose maintenant un voyage dans le temps. Depuis toujours, les vignerons tentent de s'adapter au climat ou à l'arrivée de certaines maladies, comme le phylloxéra au début du XXe siècle. Ils ont pour ça écarté certains cépages jugés trop fragiles au profit d'autres plus résistants et plus rentables. Pourtant, certains redécouvrent aujourd'hui ces cépages anciens qui avaient peut-être des défauts, mais qui donnaient parfois un vin savoureux. À la recherche des cépages oubliés, c'est un reportage d'Odile de Backer, Jean-Pierre Duns et Charlotte Villoc. On vous emmène à l'est de l'Occitanie. Entre Sète et Agde se trouve une bande de sable, coincée entre la Méditerranée et l'étang de Thau. Sur une petite trentaine d'hectares, des rangées de plantations encadrées par des cannes de Provence abritent un trésor végétal unique au monde. Des centaines, voire des milliers de pieds de vigne, originaires de plus d'une cinquantaine de pays, bénéficient ici de la protection particulière des lieux. Le conservatoire a été installé sur ce sable de façon spécifique parce qu'il a une teneur en argile qui ne permet pas au phylloxéra de se développer. C'est vraiment un cas particulier, il y a très peu d'endroits. On a la chance d'avoir une pellicule d'eau douce juste dessous, ce qui est un peu pas évident, c'est un peu contre-intuitif. L'étang est ultra salé, de l'autre côté c'est très salé aussi, mais là la vigne est dans une pellicule d'eau douce. Et par contre, on lui apporte de l'engrais organique et de l'engrais chimique, sinon ça ne se nourrirait pas du tout. Dans le monde, l'on recense aujourd'hui près de 10 000 variétés de cépages. À peine un tiers sont ici, au conservatoire de Vassal. Communs ou rares, ils se nomment Merlot, Cabernet Sauvignon, mais aussi Verdanel ou Tardif. Certains sont inconnus, oubliés, d'autres sauvages, comme les lambrusques, lianes forestières protégées. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir une représentation de la diversité génétique le plus large possible. Donc ici, on a une lambrusque, donc une vitis sauvage qui a été prélevée en Corse. La traçabilité, c'est très important pour nous. À chaque étape, il faut qu'on sache qu'on a bien tel individu et qu'on ne s'est pas mélangé. L'unité expérimentale du domaine abrite ici quelques curiosités plus ou moins fragiles. Toutes ces merveilles sont répertoriées, classées, décrites dans un fonds documentaire lui aussi unique au monde. 14 000 herbiers datant pour certains de la fin du 19e siècle. C'est comme si on se promenait dans la parcelle de vigne, dans les parcelles de vigne de la collection, sauf que chaque représentant est sous la forme d'un herbier. C'est constitué de plusieurs documents. Ce sont des mesures, des pesées, des notations, quelques clichés photographiques, de la botanique. Quelqu'un a dit, et à juste titre, que la feuille représente le visage de la vigne. C'est-à-dire c'est là où il y a le plus d'informations pour reconnaître une vigne. Donc quand on la met en herbier, comme ça, on va finalement avoir sa photographie d'identité. Une feuille correspond à un pied de vigne, l'une des premières espèces fruitières à avoir été domestiquée il y a plus de 8000 ans. L'ampélographie, autrement dit étude de la vigne, accompagne des découvertes majeures. Il y a tout juste un an, ce magazine titrait « L'avenir de la vigne française se trouve dans son passé ». Et cela se passe dans le Gers, près de Saint-Mond, plus précisément sur cette parcelle de Puy-Draguin. Nous sommes sur le conservatoire ampélographique privé le plus important de France, propriété de la cave coopérative de Plémont. Il abrite de nombreux individus, identifiés ou non. L'un d'eux, le cépage tardif, est une promesse d'avenir. Comme son nom l'indique, il est tardif. Surtout, c'est un cépage qu'on redécouvre totalement. On avait trouvé 2 pieds dans une de nos très vieilles parcelles sur l'appellation Saint-Mond. On en a mis 20 pieds sur ce conservatoire, planté en 2002. Depuis, on l'étudie, on l'observe tout au long de l'année. On regarde comment il se comporte, est-ce qu'il est sensible à certaines maladies, est-ce qu'il produit correctement. 15, 16, 17. Au moment des vendanges, nous, on va compter le nombre de grappes sur tous les pieds récoltés. Nombre de grappes, nombre de pieds. Ça nous donne une idée du nombre de grappes par pied. On va peser la quantité totale de vendange et ça nous donnera une idée du rendement par pied. Un travail de longue haleine, suivi conjointement par l'ampélographe Olivier Yobréga. Ah voilà.
Voilà les deux types. Voilà, C'est joli. Deux types de grappes. La redécouverte du tardif est exemplaire. Une fois identifié génétiquement par l'INRA, il a fait l'objet de tout un travail qui vient d'aboutir à son inscription au catalogue national des cépages. C'est un acte, pas un acte de naissance, mais un acte de renaissance pour ce cépage qui passait complètement à côté des ampélographies, probablement ancien, mais qui était un petit peu disséminé en tant que cépage secondaire dans les anciennes vignes. Donc à partir d'aujourd'hui, les vignerons ont le droit de le multiplier, de le planter. Il y a tout juste un an, nous étions venus pour l'une des premières micro-vinifications de Tardif, qui laissait apparaître tout le potentiel de ce vin. Le côté épicé du cépage, c'est d'ailleurs pour ça qu'on pense qu'il peut trouver sa place parmi nos cépages actuels. En tout cas, on est persuadé que c'est notre avenir. On veut exploiter au maximum notre patrimoine végétal local, qui non seulement a évolué dans cet environnement, donc s'y adapter, et qui en plus de ça nous offre une diversité et une richesse qui est exceptionnelle. Une découverte que l'on doit à une poignée de pionniers qui, dans les années 70, sont allés jusqu'à rémunérer les propriétaires récoltants afin qu'ils n'arrachent pas leurs vieilles vignes. Il en résulte aujourd'hui la seule parcelle classée monument historique, Saragashi, dont est issu le tardif. Certaines souches, parmi les plus anciennes, ont jusqu'à 200 ans. Un patrimoine particulièrement rare et exceptionnel. Je suis fier d'avoir préservé cette biodiversité. Moi, j'en faisais un musée. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle richesse pour l'avenir de nos jeunes. Et le travail que font Olivier et Nadine est formidable pour moi. Et c'est vraiment moi qui suis à la retraite, qui regarde. J'ai le cœur qui bat quand je vois les cépages qu'ils remettent en place et les espérances dans les conservatoires et dans la remultiplication de ces cépages. À la recherche des cépages disparus, oubliés, abandonnés, direction Roquefort-sur-Garonne, au lieu-dit Mativette dans le Comminges. Olivier Yobréga, l'ampélographe de l'Institut français du vin, retrouve Daniel Ponce, agent de l'ONF. Ce dernier est l'une des sentinelles de la botanique que compte ce territoire. Sur cette parcelle abandonnée dans les années 50, il a découvert des pieds de vigne non identifiés, rendus à l'état sauvage. Donc l'objectif, c'est de repérer tous les pieds où on a un tronc vivant qui repart et essayer exhaustivement de les identifier. Ah, là, on est sur une ancienne souche de Canari, cépage noir, très précoce et fragile. Cette fois, pas d'inconnus parmi ces lianes ensauvagées. Canari, côte et grand noir de la Calmette sont des cépages courants dans une culture familiale. En revanche, ce qui est exceptionnel, c'est l'implantation même de la vigne sur 4 rangées d'érables champêtres. Dans l'alignement, ici, on n'a que des érables champêtres. C'est-à-dire que c'était vraiment l'arbre qui a été sélectionné de très très longtemps pour ce modèle de culture de la vigne en hautain. Connue depuis l'Antiquité, cette pratique est rarement observée de nos jours. La vigne est en quelque sorte mariée avec l'arbre qui lui sert de tuteur. Façonnée, ici à hauteur d'homme, elle permet d'autres productions sous son feuillage. À environ 1,80 m, 1,90 m, l'érable était taillé horizontalement. Donc on voit ici les deux restes des bras et sur lesquels reposaient ensuite les sarments des vignes. Bon, tout ça, ça a été abandonné vers 1950 environ. Donc à partir de ce moment-là, l'érable n'étant plus taillé, a repris sa dynamique sauvage, sa dynamique naturelle pour redevenir un arbre forestier. Et la vigne, la liane, en fait, plus taillée non plus, s'est adaptée et s'est mis aussi à pousser dans l'érable pour essayer de garder la lumière pour continuer à vivre. La connaissance de l'encépagement sur ces vieilles implantations, ça nous aide à progresser pour savoir quelles étaient les variétés qui étaient cultivées, quels conseils parfois aussi on peut donner aux personnes qui souhaitent, aux vignerons qui souhaitent replanter des anciens cépages de leur zone. Donc on s'aide toujours de ce qu'on a retrouvé sur les anciennes parcelles et de la bibliographie ancienne. Le renouveau des cépages dans les vignobles. Une conséquence liée en partie à l'uniformisation quand on sait que seulement 20 cépages produisent 90% du vin français, alors qu'il en existe près de 450. Il y a en fait une curiosité partagée par les viticulteurs qui sont de plus en plus demandeurs de plantation d'un cépage ancien, local, attaché à leur histoire, à leur terroir, et une curiosité aussi des consommateurs.
De plus en plus, les gens cherchent, les consommateurs sont en recherche de produits originaux, de cépages sur lesquels il y a une histoire à raconter, de cépages en lien, avec du sens par rapport à un terroir, à un territoire, à une histoire. À quelques kilomètres de là, Cahuzac-sur-Ver, le domaine de Trescantou, incontournable propriété du Gaillacois, pionnier de la défense des cépages locaux. La famille Plajol y cultive la différence. On leur doit la redécouverte d'une douzaine de variétés, dont le prune-lard, le quatuor de mosaque vert, gris, rose et noir, l'ondinque, ainsi que le très rarissime verdanel, inscrit depuis 1 an au catalogue national des cépages autorisés, mais pas encore accepté dans l'appellation. Le prune-lard, on a eu de la chance à l'époque qu'un vigneron en avait quelques pieds. Mais le verdanel, non, il n'y avait pas, comme le mosaque noir d'ailleurs, personne n'en avait. Et on l'a pris au domaine de Vassal, à Marseillan. Voilà. Et l'intérêt du cépage, on ne savait pas ce qu'on allait en faire, à part qu'on savait qu'il était blanc, donc on ferait du vin blanc. On ne savait pas si on allait en faire des blancs secs, des blancs moelleux, on ne savait pas, on ne connaissait rien de lui. Donc c'est pour ça aussi que ça prend du temps, parce qu'il faut apprendre à se connaître. Dans la forêt de Grésigne, toute proche, retour aux origines de la vigne. Le patriarche de la famille Plajol, Robert, est à l'initiative de la préservation d'une 50aine de pieds de vigne protégés et même géolocalisés. En fait, c'est une liane, mais c'est aussi une vigne sauvage, c'est-à-dire un vitis, tout simplement, sylvestris. Alors, vitis de la vigne, sylvestris, c'est dans la forêt. Depuis de nombreuses années, Robert défend un principe qui peut paraître évident. Ça, c'est la maman de toutes les vignes européennes et mondiales. Pourquoi ne pas reprendre les vignes actuelles qui sont malades, essayer de les réénergiser en les greffant sur ces pieds-là? Il y a 17 ans, Robert a planté une 60aine de pieds sauvages sur des porte-greffes américains, résistants au phylloxéra, conformément aux contraintes sanitaires. Mais son rêve va plus loin. Oui. À la saison, je prends ça, je plante, ça va raciner, et dessus, je vais y greffer ça. Un pied de vigne normale, dite cultivée. Ça fonctionne, puisque nous avons fait les essais. Nous en sommes à la première année des essais. Je vous dirais que ça fonctionne à peu près dans 15 ans, si je suis là. Sinon, c'est vous qui viendrez voir. Une idée à suivre, même si elle est à contre-courant de la recherche scientifique actuelle. Avec la découverte du génome de la vigne en 2007, la tendance est plutôt à l'amélioration des variétés existantes, voire à la création de nouveaux cépages résistants. Mais ça, c'est une autre histoire.